Je vais appeler cette vidéo le pendule de la vengeance où Hunter Biden va à Washington. Le fils du président, gracié par son propre père. Personne d'autre ne l'aurait gracié. Un homme dont le nom, ces dernières années, est devenu synonyme de crack. Eh bien, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas ? Des contrats à l'étranger, la vente de la patrie, un ordinateur portable. Et cet homme regarde la caméra et qualifie son propre parti démocrate comme le mal. Il dit, les démocrates, volent votre argent. Il dit qu'on ne peut pas faire confiance à Kamala Harris. Et il laisse entendre qu'il pourrait lui-même entrer au pouvoir. Ça sonne évidemment comme une blague, non ? Lui-même dit « Oh, c'était une blague », mais dans chaque blague, il y a une part de vérité. Posez-vous une question qui, cette fois, n'a plus rien d'une blague, vraiment plus rien. Pourquoi une personne qui connaît tous les secrets du Parti démocrate de l'intérieur met-elle soudainement le feu publiquement à cette machine ? Et que se passera-t-il si, un jour, la blague cesse d'en être une ? Aujourd'hui, Hunter part pour Washington, mais aurait-il pu le faire ? Et vous, auriez-vous voté pour lui ? A-t-il ce qu'il faut pour tenir les siens sous contrôle et, à la toute fin, un duel plus important que tout le reste ? Hunter Biden contre DJ Vance, pour lequel les gens se jetteraient-ils dans le feu ? Je vous promets deux choses. À la fin, vous saurez où est le théâtre et où débute la véritable histoire dangereuse pour les démocrates. Parce qu'il ne s'agit pas de Hunter le candidat, mais du vide qu'il a involontairement mis en lumière. Et deuxièmement, surtout, je vous donnerai une réponse. Une seule comparaison qui répond à la question de savoir qui ce pays est réellement prêt à suivre. Gardez cette promesse en tête. Mais pour l'instant, qui est donc ce nouveau Hunter ? Il y a un an, même Hunter Biden se cachait. Procès, affaires fiscales, grâce présidentielle de son père à la toute fin de son mandat, et puis le silence. Et au printemps 2026, il est soudainement revenu, il est devenu actif sur les réseaux sociaux. Il a commencé à parler beaucoup, fort, sans filtre. Il n'a vraiment aucun filtre. D'ailleurs, c'est ce qui le rend intéressant. Le point de départ, c'est quelque part à l'été 2025. Une interview de 3 heures avec le blogueur Andrew Callaghan. 3 heures, avec des gros mots, messieurs. Les déménageurs de Gênes se seraient cachés sous les tables, avec rage, sans attaché de presse derrière lui. Ensuite, un podcast chez Gavin Newsom lui-même. Il y est allé. Chez Gavin Newsom, donc notre gouverneur a un podcast. Depuis Ronald Reagan, ils essaient tous de faire ça, pensant que c'est le secret du succès. Donc, où est l'animateur ? Il l'a présenté en plaisantant comme candidat pour 2028, et Hunter a joué le jeu. Eh bien oui, j'irai, mais seulement en tant que vice-président avec Newsom. Le matin, il a lui-même écrit sur X que c'était une blague. Blague ou pas blague ? Voici la première chose à comprendre simplement, sans sensationnalisme. Aucune fuite ne suggère que Hunter envisage sérieusement de se présenter à la présidence. Il y a un homme qui est revenu sur la scène publique avec colère. Très décomplexé. Et nous avons de la chance, il est extrêmement bavard. Et cela, comme nous allons le voir maintenant, est bien plus dangereux pour son parti que n'importe quelle véritable campagne électorale. Parce qu'un candidat, on peut le battre aux élections. On le fait taire et il disparaît, non ? Mais que faire avec un des siens qui n'a plus peur ? Qui déteste ? Qui est leur esprit ? Et qui dit à voix haute ce qu'il veut ? Et qui, se souvient de beaucoup de choses ? Bien sûr, il en a oublié la moitié, parce qu'il était ivre à ce moment-là, mais il se souvient de l'autre moitié. Pourquoi déteste-t-il son parti ? Pourquoi le fils de Biden nuit-il au Parti démocrate des États-Unis ? Il ne s'agit pas ici d'une rupture idéologique. Hunter n'est tout de même pas soudainement devenu libertarien ou pire, républicain. Hunter se fiche complètement de l'idéologie. Vraiment, il s'en fiche totalement. Je pense qu'il n'est même pas au courant. Il aime l'argent. Le reste, c'est pareil. Ça ne l'intéresse pas. Juste l'argent, la drogue, les filles. Et puis, il se met très en colère. Sa rage personnelle, c'est la chose la plus effrayante qui existe sur cette terre. On appelle ça la vengeance. Quand un homme est consumé par la vengeance. Il est difficile de le retenir. Il ne peut pas pardonner au parti. Comment elle a traité son père ? Eh bien, pour nous, son paternel était, disons, à moitié sourd. Fou, disons, qui marmonnait. Alzheimer, maladie d'Alzheimer et tout ça. Honte, honte, honte. Mais pour lui, c'est son père, son papa. Comme les amis, les donateurs.
Hier encore, ils chantaient en ses louanges après une soirée de débat raté, puis ils se sont retournés et ont poussé le vieil homme hors de la course. C'est comme ça qu'il le perçoit. Ils ont poussé le vieil homme hors de la course. Il a fait de l'acteur et grand donateur George Clooney le principal symbole de cette trahison. Celui-là même qui, au début, récoltait de grosses sommes pour Biden, et qui ensuite a écrit une tribune dans le New York Times. Il est temps de partir. Pour Hunter, voilà le visage du parti. Tant que tu es utile, on te porte au nu. Dès que tu trébuches, eh bien, vous savez comment on traite ceux qui ont fait leur temps. Et d'où ces formulations. Les dents grincent chez le démocrate à cause de ces formulations. Le parti, dit-il, s'est transformé en un écosystème financier unifié. Eh bien, un peu comme le corps des gardiens en Iran, n'est-ce pas? Qui ne fait que remplir les poches des siens. Il dit qu'il nous faut quelqu'un qui viendra et qui va briser tout ça. Qui va briser tout ça. D'ailleurs, Trump va le briser maintenant. Il faut une nouvelle direction. Nouveau. Et il considère Kamala Harris comme absolument incapable. Vide. Je ne vais pas répéter. Parce qu'il n'a pas été arrêté. Mais moi, je peux l'être. Il aime vraiment la démocratie. Eh bien oui, il aime en profiter. Mais sinon, non. Newsom est encensé. Il l'a appelé le plus grand guerrier du parti. Mais l'establishment, l'appareil, les donateurs, Clooney, Kamala, il les méprise. C'est-à-dire, il n'est pas contre les idées. Il est contre ces personnes précises qui, selon lui, ont trahi les siens. Qui ont-ils trahi? Son père? Sa famille a été trahie. La nôtre aussi. C'est le point clé, et là que ça devient intéressant. Quand un initié blessé dit la vérité sur son propre milieu par colère, ses paroles restent quand même la vérité. Peu importe la motivation. Ils volent, ils se servent eux-mêmes. Il faut les briser. Ce n'est pas un agitateur républicain qui l'a dit, ni un républicain. C'est le fils de leur propre président qui l'a dit. C'est difficile d'ignorer ça. Qualifier cela de propagande ennemie. Ennemi? Eh bien, peut-être ennemi, non? Mais de l'intérieur de votre étable. Et voici la question qui plane dans l'air et que tout le monde évite. Est-ce que Hunter a quelque chose qui permettrait de tenir le parti à la gorge? Autrement dit, a-t-il des éléments de chantage? C'est bien ce que l'on veut dire, non? Soyons honnêtes jusqu'au bout. Non, il n'y a aucune preuve qu'il ait un dossier compromettant, une valise ou quoi que ce soit. Je ne vais pas vendre ce que je n'ai pas vu. La confiance vaut plus qu'une phrase choc, mais il ne s'agit pas de la valise mais de la personne. Réfléchissez. Qui est Hunter pour l'appareil? Pendant 20 ans, il a été au cœur de la famille Biden. Qui était présent lors des accords, des discussions, des prises de décision. Qui sait personnellement qui a promis quoi à qui. Et maintenant, il est vexé, risqué, déchaîné, sans poste à perdre. Eh bien, de quoi menace-t-il? On va te retirer ton poste, tu ne seras pas réélu, oui. Il n'a rien de tout ça, n'est-ce pas? Il n'a pas peur. Avant, peut-être que cela retenait sa langue parce que son père était quand même là, non? Maintenant, il est en direct. Il est en direct pendant 3 heures et il dit ce qu'il veut. Eh bien, à part Trump. Donc à mon avis, personne d'autre ne le fait du tout. Pour la machine du parti, c'est une chose terrible, terrible. C'est pire que n'importe quel dossier de preuve. Parce qu'un dossier, on peut le contester. Mais un témoin vivant qui à tout moment peut lâcher quelque chose sur un coup de tête devant des millions de personnes, comment le contester, comment le faire taire? Sa propre colère, c'est son arme. Ce n'est pas du chantage dans une mallette, mais une imprévisibilité totale. Voilà pourquoi je le dis. Sa candidature, ce n'est rien, mais son micro, c'est autre chose. Hunter a lancé une phrase. « Ils volent votre argent. » Hop! Il l'a dit sous le coup de l'émotion. À propos de ces offenseurs, eh bien prenons-le au mot et voyons. Y a-t-il là quelque chose, comme on dit, à quoi on peut s'accrocher? Il faut parler de la vie sous leur gouvernance, non avec des slogans mais des faits. La Californie, le sans-abrisme. L'État a investi près de 24 milliards de dollars en quelques années pour lutter contre ce problème, selon diverses estimations. Et le résultat? Ah, un très bon résultat. La situation a empiré. Pas mieux, je ne me suis pas trompé. Le parquet fédéral du district central a créé un groupe opérationnel distinct pour la fraude dans ce domaine et a déjà porté des accusations pour 100 millions de dollars.
L'un des suspects était responsable du relogement de 300 sans-abri, et selon l'enquête, il a utilisé cet argent pour s'acheter une maison dans un quartier prestigieux, une autre maison en Grèce et pour séjourner dans des hôtels de luxe. Un audit du New York Post a révélé que 50 millions ont été distribués, mais seulement 13 justifiés. Stop. 50 millions. Et seuls 13 ont été justifiés, pour le reste, ils n'ont pas la moindre idée d'où ils se trouvent. Comment ça, ils n'en ont pas? Pourtant, la maire de Los Angeles, Karen Bass, parle de tolérance zéro envers la mauvaise gestion. Et où sont les 50-13 qui restent? Combien ça fait? Eh bien, comme on l'a justement remarqué, elle s'est inquiétée exactement au moment où ils se sont fait attraper. Mais pas avant ça. Et avant les affaires criminelles? Pour une raison quelconque, personne ne demandait où était l'argent. Ohio Medicate. Au Congrès, ils ont montré 94 fausses entreprises de soins à domicile. 94 fausses entreprises. Depuis un seul bureau. Un seul propriétaire à une seule adresse. Et cela n'a surpris personne. Là où ils sont censés vérifier les locaux abandonnés, une pancarte en pause déjeuner est accrochée depuis plusieurs mois. Des piles de courriers non lus avec des tampons datant de 6 mois. Et la perle, la femme de ménage. La femme de ménage dans ce local a renommé, enfin non, elle n'a pas renommé, elle a simplement créé une entreprise, l'a appelée Service de santé mentale, et a commencé à facturer l'État. 100 000 le premier mois sont passés, puis 650 000 par mois. Et quand une inspection a été annoncée, elle a fermé la porte et est partie à l'étranger, devenue multimillionnaire. Où est-elle? Personne ne le sait. Le nom de famille est différent, le prénom aussi, personne ne sait où elle vit. Pourquoi cela arrive-t-il? Je rappelle qu'elle était femme de ménage dans cette entreprise avec d'innombrables adresses où chacun recevait de l'argent. Elle a pensé « c'est intéressant ». Elle a créé une entreprise, touché plusieurs millions, puis est partie. La réponse lors de ces réunions est brillante de simplicité. Les fonds sont fédéraux, mais leur distribution revient aux États. Vous comprenez? Pour les fédéraux, c'est l'argent des autres. Pour l'État, c'est juste de l'argent dépensé. Ce n'est pas que ces idées n'ont aucun lien avec eux, c'est juste de l'argent qui traîne. C'est-à-dire qu'ils dépensent même pas juste ce qui appartient aux autres, mais ce qui est totalement étranger, complètement à d'autres, et là on commence à comprendre, oui, ça ne fait pas mal au cœur. Il y a 1 an, Elon Musk a dit qu'à Washington, il y a plein de gens qui se fichent de l'argent volé, parce que cet argent n'est pas le leur. Il nous a ouvert les yeux, alors qu'avant on ne comprenait pas. C'est important quand quelqu'un vérifie cela et le dit. Voici l'enregistrement des propos de Hunter, qui parlait de ses ennemis personnels. Mais au final, c'est devenu un diagnostic de tout le système, où l'argent des autres est géré par ceux à qui ça ne fait pas mal de le perdre. Non. Dites-moi s'il vous plaît, à votre avis, est-ce que le fonctionnaire à Washington qui a transféré 362 millions de dollars à l'État du Minnesota, ensuite ils ont commencé à les détourner et à les empocher? Est-ce que cela préoccupe vraiment quelqu'un parmi les fonctionnaires? Eh bien, ce qui les préoccupe, c'est de savoir si ça finit dans leur poche ou non. Rien d'autre. Voilà, et ici, je dois dire quelque chose que je n'ai pas dit au début. Parce qu'en rassemblant tout cela, j'ai vu la véritable histoire. Et elle ne concerne pas Hunter le candidat. Demandez-vous pourquoi Hunter, qui a plaisanté à propos de la vice-présidence, est-il soudainement devenu un sujet d'actualité, en quelque sorte, le sujet numéro 1 dans les nouvelles? Pourquoi un mème parodique, un drogué et un idiot font-ils l'Amérique et que cela soit pris au sérieux? Ce n'est pas parce que Hunter est si important, non, mais parce que le Parti démocrate n'a trouvé personne de plus remarquable pour occuper cette place de discussion. Voilà le tournant. Quand une force politique a un programme, un projet d'avenir, un leader que l'on suit, peut-être plusieurs qui se disputent le leadership. Oui, elle n'a pas le temps de s'occuper des blagues de podcast du fils gracié de l'ancien président. Et quand c'est lui-même qui devient la voix fraîche dont on parle, ce n'est pas la force de Hunter. C'est le vide autour de lui. Il ne remplit pas la scène. Il met en lumière que la scène est vide. Et il l'a lui-même formulé sans s'en rendre compte. Nous avons besoin de quelqu'un qui viendra et brisera cela. Il dit « nous avons besoin de quelqu'un ». C'est-à-dire il n'y a personne.
Ce n'est pas une candidature. C'est un cri disant qu'il n'y a personne ni rien pour briser cela, que le parti n'a pas de nouveau produit. Il n'y a que l'ancien sur lequel on ne roule plus. Au fait, que se passe-t-il lorsqu'un mouvement entier perd son propre sens et qu'il ne reste plus que l'opposition ? D'ailleurs, nous analysons cela en profondeur sur la 2e chaîne, Carte extérieure vers la liberté, pour ceux qui aiment réfléchir. Le lien est sous la vidéo. Passons à notre programme, ou plutôt à son absence. Il s'agit du parti. Une question simple. Quel est le programme des démocrates ? Qu'offrent-ils aux électeurs ? À part leur antipathie envers Trump ? Aux électeurs à part leur antipathie envers Trump. Ils proposent la haine envers Trump. Regardez une scène révélatrice sur CNN. 2 démocrates explosent lorsque l'animateur dit « Vous n'avez qu'un seul slogan dans ce cycle, c'est l'impeachment de Trump. » « C'est faux !» crie une participante. « Personne en Amérique ne va dans ce sens. Les élections avec l'impeachment. » Et dans les dernières secondes avant la même émission, un 2e participant dit calmement « Eh bien, en fait, je pense que notre tâche principale, c'est de lancer une procédure de destitution contre Trump. Voilà tout le programme résumé en une seule scène. » On affirme parler d'inflation et de l'essentiel, mais en fait, il s'agit d'impeachment. Autrement dit, on est contre, pas pour. Être contre, entre nous, n'est pas un programme, mais une émotion. Elle peut lancer un meeting, mais ne construit pas l'avenir. Pour gagner, il faut répondre à la question « Que faites-vous pour moi ?» demande la personne avant de voter. Qu'est-ce que vous faites pour moi, et pas seulement ? Qui détestez-vous ? Et cette réponse après un gouvernement qui a donné 24 milliards pour les sans-abri, avec un résultat négatif, puisque le nombre de sans-abri a augmenté, le parti ne l'a pas aujourd'hui. C'est pourquoi elle est obligée de s'accrocher à la procédure de destitution, aux blagues de podcast par manque d'autre chose. Et maintenant ce que j'ai promis au tout début, une comparaison qui répond à tout. Mettons-les côte à côte, Hunter Biden et J.D. Vance. Question, simple et ancienne. Derrière lequel de ces 2 hommes les Américains suivraient-ils jusque dans le feu ? J.D. Vance, aujourd'hui, il est vice-président. Selon les sondages, le favori incontesté des Républicains pour 2028 de 36 à 40% dans la société, aux primaires environ 71. Il a la sympathie des siens et, attention, surtout chez les jeunes, ce qui n'a pas toujours été le principal atout des Républicains. Oui, biographie. Il a grandi dans un village minier pauvre, dans une famille touchée par la toxicomanie, il est allé dans l'armée. Il s'est engagé chez les Marines, a servi, a été en Irak, puis est entré à Yale. Il est entré à l'école de droit, a écrit un livre adapté en film et s'est hissé seul du bas au sommet. Et Hunter Biden n'a jamais servi, n'a jamais occupé de poste électif nulle part. Il n'a jamais porté l'uniforme un seul jour. L'image publique, c'est la dépendance à n'importe quoi, à tout, à la drogue, à l'alcool, au sexe, au scandale. L'ordinateur portable, les affaires à l'étranger et la grâce signée par son propre père. Sinon, il serait en prison et il y resterait longtemps. Et sa candidature, c'est une blague qu'il a lui-même qualifiée de blague le lendemain matin. Et maintenant, littéralement, la question que vous vous êtes posée au début. Pour qui les gens sont-ils prêts à mourir ? Pour l'un, autrefois réel. Les gens le suivaient vraiment quand il était en uniforme dans un pays étranger sous le feu. Et pour l'autre, je ne sais pas, décidez vous-même. Parce que la loyauté et la volonté de se sacrifier, c'est la seule monnaie qu'on ne peut ni acheter, ni jouer dans un podcast. On la gagne avec sa vie, et le peuple, quoi qu'on en pense, ressent sans se tromper la différence entre une vie vécue et un rôle joué. Auriez-vous voté pour Hunter ? Notez-le honnêtement en commentaire, d'accord ? Avant d'écrire, demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce que je l'aime plus que Trump ? Mais plutôt ceci. Est-ce que je le suivrai là d'où il ne revienne pas ? Et voici au fond la conclusion positive. On pourrait croire à un tableau sombre, un parti coincé, des favoris mêlés à des scandales et même la discussion sérieuse noyée dans les blagues de podcast. Mais regardez de plus près et vous verrez une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la comparaison marche simplement. Dès que vous entendez Hunter contre Wentz, la différence saute aux oreilles. On ne peut donc pas encore tromper les gens avec un nom marquant et un beau montage. Cela veut dire qu'une vie vécue se distingue toujours d'une vie jouée.
Cela signifie donc que le leadership est toujours quelque chose qu'on mérite, et non pas quelque chose qu'on hérite ou qu'on quémande. Et gardez cela en mémoire comme un outil pour n'importe quelle élection dans n'importe quel pays. Ne demandez pas qui me semble le plus sympathique à l'écran comme la plupart des gens. Demandez-vous ce que cette personne a construit elle-même, à quoi elle a pris des risques. Est-ce que je le suivrai quand les choses deviendront vraiment difficiles ? Peu répondent aux questions par des actes plutôt que par des mots, mais ils existent. Et tant que vous savez les distinguer, aucun parti vide, aucun héritier vexé, aucun même flashy ne choisira votre chef à votre place. C'est vous qui choisirez. Par les actes ? Et ça, croyez-moi, c'est la liberté dans sa forme la plus ordinaire. Sur la chaîne principale, chaque jour, j'analyse les sujets brûlants, directement, sans propagande partisane, mais aussi sans langue de bois, en allant à la racine. Pourquoi les mouvements se vident et comment distinguer un vrai leader d'un faux ? Nous nous penchons sur la feuille de route, d'ailleurs, vers la liberté. 2 fois par semaine pour ceux qui aiment réfléchir. Abonnez-vous là-bas, et ne suivez dans le feu que ceux qui en valent la peine. Au revoir.